Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. La sécurité, les incivilités, les fractures, les partitions, on parle beaucoup de cela. Est-ce qu'on en parle trop ? Est-ce qu'on n'en parle pas assez ? Il est certain que le malaise est énorme, un ras-le-bol aussi, en ce qui concerne toutes ces questions. Et on va en parler avec quelqu'un qui connaît ô combien la musique. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Parlons vrai sur Sud Radio avec l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, député En Marche de la Seine-et-Marne et auteur de ce livre qu'il nous présente, La sécurité des Français. C'est publié chez Michel Lafon. Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. C'est un livre vraiment qui m'a passionné parce que vous parlez de tout et vous en parlez justement bien. C'est-à-dire vous en parlez sans langue de bois, vous dites ce qui se passe. Et je tiens à dire d'emblée, pour qu'on ne perde pas de temps, ce n'est pas un livre qui défend, justement, vous êtes député de la République En Marche, mais ça ne défend pas le régime Macron. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le problème. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas en dire « Ah, ils sont responsables, tel et tel responsable ». Non, il y a une situation qui s'est développée depuis des décennies. Elle arrive à un degré... Est-ce qu'il est, on va en parler, vous me direz, plus explosif ou moins explosif qu'avant, mais auparavant, Jean-Michel Fauvergue, je voudrais vous faire réagir sur un certain nombre de choses qui sont au cœur de votre livre. Bon, pratiquement tous les jours aujourd'hui, un homme poignarde une femme dans une école de Marseille et puis prend la fuite. On a vu ce qui s'est passé à Villeurbanne avec cet Afghan qui a tué un Timothy, un jeune homme de 19 ans qui en a blessé 8 autres. Et puis on pourrait sortir le nombre de marches blanches. Arnaud Beltrame, le gendarme, tué parce qu'il avait pris la place d'une otage. Les trafics de drogue, les règlements de compte un peu partout. Un côté Sevran, le maire de Sevran qui dit il faut faire intervenir l'armée, etc., etc., etc. Et ça touche tout, ça touche la justice, considérée par trop laxiste comme les uns, comme trop aveugle par d'autres, etc. Vous êtes au cœur du problème parce que vous avez été patron du RAID, vous avez été dans la sécurité depuis des années, vous êtes au cœur du problème. S'il y a quelqu'un qui connaît la chose, c'est vous. Est-ce que vraiment on peut dire, parce que certains disent oui, mais la violence a toujours existé, est-ce qu'on n'a pas affaire à un autre type de violence ? Alors effectivement, la violence a toujours existé et notre pays a vécu dans des périodes autrement plus violentes que la nôtre. Et notre pays a connu, ce qu'il ne connaît pas depuis pas mal de temps, grâce à l'Europe d'ailleurs, a connu des guerres et a connu des conflits majeurs. Mais c'est pas ça dont on parle. Non, ça n'est pas ça. Non, mais c'est pour arriver à mon propos, M. Berkoff. J'ai pas l'habitude de ne pas répondre aux questions, donc je vais essayer d'y répondre de manière globale. Aujourd'hui, nous sommes face à de nouvelles violences, de nouveaux types de violences qui se surajoutent aux violences d'hier. Les violences d'hier n'ont pas disparu. On est face à de nouvelles violences. Quelles sont-elles, ces nouvelles violences ? Eh bien, c'est des violences qui sont une baisse de l'autorité d'une manière générale, à cause, enfin en tout cas relayée par un formidable instrument qui est la communication moderne avec les réseaux sociaux, avec un certain nombre de choses. On est, par exemple, sur nos manifestations, sur nos dernières manifestations, on est face à des gens qui Facebookisent, si je peux me permettre ce terme-là. Oui. La capillarité des réseaux sociaux permet de... La vie du terrain, c'est-à-dire qu'on fait comme dans les réseaux sociaux, on pense qu'on est anonyme, on fait ce qu'on veut, on fait là où on veut, on ne donne aucune limite à sa violence, il n'y a plus aucune civilité. Mais il n'y a pas de là, l'incivilité, vous ne croyez pas, Jean-Michel non, il Fauvergue. n'y a pas que dans ce domaine-là, mais elle se surajoute à ce qu'on avait connu auparavant. Mm-hmm. Donc on est dans un domaine extrêmement violent, et face à ça, on a quand même des règles à appliquer. Les règles, c'est l'autorité de l'État, parce que sans autorité, on ne va nulle part, et sans autorité, on n'assure pas la sécurité du Français. C'est impossible.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, que cette autorité, enfin, qui, effectivement, l'État, on l'a dit souvent, a le monopole de la violence. Si l'État a le monopole de la violence, c'est parce qu'il doit assurer la protection des citoyens. Enfin, on le sait, et c'est, vous avez cité à très juste titre, et j'ai beaucoup aimé au début de votre livre, vous avez cité la Déclaration des droits de l'homme, les droits imprescriptibles, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, et la garantie des droits de l'homme nécessite une force publique, et c'est vrai que ça reste totalement actuel. Mais est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, peut-être une certaine forme de laxisme, une certaine forme de justice, de justice entre guillemets, on a l'impression, si vous voulez, qu'on est traversé par une tentation victimaire qui dit oui, mais il faut comprendre telle ou telle personne, mais elle a des antécédents, ceci, cela. Vous en parlez un peu dans votre livre, mais je voudrais qu'on en parle vraiment, parce que on a l'impression qu'il y a une culture de l'excuse qui s'est aujourd'hui presque institutionnalisée. Culture de l'excuse, certainement, mais aussi une culture, pas de l'égalité, mais de l'égalitarisme. C'est-à-dire une manière de gommer les altérités, de gommer ce qu'est l'autre, qui fait qu'à un certain moment, l'expert, celui qui possède le savoir, le savoir oui, qui doit le transmettre aux autres, eh bien, il est rabaissé à un niveau identique à son public qui, lui, s'est, entre guillemets, expertisé en 3 clics sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des mises en cause de professionnels, de policiers, de chefs de police. J'ai été mis en cause aussi dans mon... Je l'accepte, mais... Je l'accepte, de gens qui sont capables qui savent ce dont ils parlent, quoi. De policiers, de médecins, d'enseignants, d'infirmiers, de tout ce que vous voulez, par des personnes qui sont leur public et qui pensent qu'ils savent mieux qu'eux faire ça. Et ça, c'est relayé. C'est relayé dans les réseaux, c'est relayé aussi au niveau des médias. Et on est en train de faire croire que tout le monde se vaut. Et non, tout le monde ne se vaut pas. L'enseignant... Toute parole ne se vaut pas, c'est clair. Bien sûr que non. L'enseignant n'est pas l'égal de ses élèves. Absolument pas. Sinon, il ne peut plus enseigner. Et s'il n'est pas l'égal de ses élèves, il faut lui donner les moyens d'enseigner. C'est ce que j'appelle, à un certain moment, rétablir une disproportionnalité. Ouais. On ne peut pas ne pas défendre les gens d'autorité. Quels qu'ils soient, je ne parle pas uniquement des flics et des gendarmes, bien sûr, mais de tous les autres. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et vraiment encore une fois, on ne va pas citer, mais vous savez, il faut toujours partir de faits réels. Quand par exemple à Avion, d'Avion, je parle du village, d'Avion, un immeuble entier, des gens qui habitaient depuis des décennies ont été obligés d'être délogés, c'est-à-dire qu'ils étaient chez eux, et ils ont été délogés parce que le trafic de drogue autour, l'insécurité et l'incivilité devenait insupportable. 2 instituteurs, même chose, logement de fonction en Seine-Saint-Denis, eh bien ils étaient obligés de partir parce que ça ne tenait plus. Récemment, un couple de ça, je ne me rappelle plus, je crois que c'est aussi en Seine-Saint-Denis, qui a un couple d'octogénaires qui habitaient depuis 50 ans et qui était très ouvert à tout ce qui était migrants et tout ça, est parti parce qu'ils n'en pouvaient plus. Comment il se fait qu'on est, c'est encore une fois, c'est pas nouveau, ça ne date pas d'il y a 2 ans ou 3 ans, comment ça se fait qu'on en est arrivé là, alors que chacun sait ce qui se passe? 2 choses. D'abord, dans tous les faits que vous dites, il y a quasiment un point commun pour tous, c'est la drogue, le trafic de stupes. La prise en main d'un certain nombre de territoires par des caïds, pour le business, pour le stup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre insigne lâcheté pendant des décennies et des décennies. Nous n'avons... Alors, vous me citez ces cas-là, mais on peut parler évidemment des stupéfiants, c'est quelque chose d'important, les stupéfiants, on y reviendra sans doute. Mais on peut parler du salafisme, on peut parler de beaucoup de choses. Bien sûr, l'intégrisme communautaire. L'intégrisme, bien sûr. On peut du racisme qui revient, qui remonte, la xénophobie, etc. On peut parler de beaucoup de choses. C'est notre insigne lâcheté qui fait que on a eu des petites défaites dont on s'est accoutumé, qui fait qu'au final... On a accepté, quoi. On a accepté ça. Ouais. Mais quand je dis on a accepté, attention, tout le monde va dire, ouais, on est d'accord.
Mais c'est pas que les politiques, en fait. C'est la population dans son entier. On doit tous être responsables. Tout le monde est responsable dans notre pays. Mais pas que dans notre pays non plus. Ça se passe aussi dans les autres pays. Et je veux juste revenir un peu sur le trafic contre les stupes, qui a une part importante dans mon bouquin. Le trafic des stupes nous draine entre 60 et 70% de la criminalité directe et indirecte. 60 à 70%. Oui, entre 60 et 70% de la criminalité. Ouais. Mais le trafic pour les stupes, c'est un trafic facile et qui se multiplie. Voilà pourquoi il se multiplie et qui rapporte énormément d'argent. Et c'est un trafic de fourmis. Presque 3 milliards d'euros par an. Oui. 2,7 milliards, c'est l'INSEE qui le dit. Et c'est un travail de fourmi. Et c'est un job qui ne demande aucune compétence. Alors, je ne vais pas faire l'apologie d'autres types de criminalité, mais il y a des types de criminalité qui demandent plus de courage et de compétences. Les stupes, non. Donc, il faut lutter. Et ça nous crée quoi ? Ça nous crée dans des secteurs, dans des cités, dans des quartiers, ça nous crée un contre-modèle social qui est absolument horrible pour notre République. Dans le jeune caïd avec voiture, Porsche et tout violence. Les gens qui sont à l'intérieur de ces cités ne peuvent plus vivre correctement. Ils ont peur. Les jeunes filles en particulier ne peuvent plus se vêtir. Et on dérive aussi vers du salafisme. On va en parler juste après cette pause. On reste avec notre invité Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, député En Marche de Seine-et-Marne et auteur de ce livre, donc La sécurité des Français, publié chez Michel Lafon. À tout de suite avec André Berkoff sur Sud Radio. Le face-à-face. Et nous retrouvons André Berkoff en compagnie de son invité Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, député En Marche de Seine-et-Marne et auteur de ce livre, La sécurité des Français, publié chez Michel Lafon. Oui, un livre passionnant et puis question fondamentale, effectivement. On se pose des questions, on parlait des stupes, on parlait du trafic de drogue, on parlait de tout ça. Et on se disait aussi, hors micro, avec Jean-Michel Fauvergue, que ce ne sont pas des questions qui existent depuis 2 ou 3 ans ou 10 ans, elles existent depuis longtemps. Et vous disiez, Jean-Michel Fauvergue, quand même que on n'est pas loin d'atteindre, non pas un paroxysme, mais quand même, je dirais pas atteindre le fond, mais on est à un degré peut-être où les gens, en tout cas, on sent ça, n'en peuvent plus. Oui, parce que les choses se surajoutent et ces derniers temps, dans le domaine de la criminalité, dans le domaine du terrorisme, la France a été beaucoup impactée. D'autres pays l'ont été aussi, il n'y a pas que la France. On a été beaucoup impacté et dans le domaine maintenant du maintien d'ordre, on est énormément impacté par une violence dure, rude, barbare qui tend à attaquer les forces de l'ordre pour ce qu'elles représentent. En ne voyant pas que derrière un CRS ou un gendarme, il y a un humain aussi. Donc on s'attaque à la vie humaine comme avant, on faisait autre chose. Donc on arrive à cet état-là et peut-être qu'à un certain moment, ça sera une gestion paroxystique des choses. C'est-à-dire qu'il va falloir rebondir sur un certain nombre de choses et c'est pour ça que au niveau des stupes, il faut à la fois être très répressif, et moi j'étais un flic qui était particulièrement répressif, puisque j'ai commandé que des groupes qui étaient d'intervention sur les stupes aussi d'ailleurs, sur les stupes du 93. Donc voilà, j'ai cette culture-là, mais j'ai été aussi directeur départemental de la sécurité publique en Guyane, et dans ces 4 ans-là que j'ai fait là-bas, je sais qu'il me fallait aussi travailler sur le préventif, qu'il me fallait travailler sur un certain nombre de choses. Peut-être par le comme vous avez aussi, été sur les attentats du Bataclan, etc., enfin de Charlie Hebdo et autres. Oui. Ouais. Mais justement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a, et justement, vous êtes aujourd'hui député, vous êtes représentant de circonscription, donc vous êtes politique, et est-ce qu'il n'y a pas un problème de déphasage quelque part entre les politiques, encore une fois, on ne parle pas d'un camp ou d'une étiquette, et les gens du terrain? Parce que et je vais donner un exemple très précis, quand un général de gendarmerie comme Bertrand Soublé, qui était numéro 3 de la gendarmerie, dit écoutez, je comprends pas très bien, il était dans les Bouches-du-Rhône ou je sais pas, en Aquitaine, et il disait, je me rappelle pas très bien, et il disait attendez, on voit des gens, on les arrête, 5 heures après, ils nous voient, ils nous font des bras d'honneur. Caricatural, mais pas complètement faux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Le déphasage, je vous l'assure, ne vient pas de l'homme politique par rapport au terrain. Le déphasage vient essentiellement des strates qu'il y a entre lui et le terrain. C'est-à-dire de ces hautes administrations, c'est-à-dire de ces technocraties, de ces technostructures qui lisent tout,
qui lisse l'information montante et descendante, et qui fait en sorte que tout va être acceptable quand on va la distribuer à l'homme politique qui, par nature, pense-t-il, est schizophrène et ne supporte que les bonnes nouvelles. Eh bien, c'est faux. On pasteurise, on aseptise. Oui, ça, c'est dans ce pays, les hautes administrations ont pris le pouvoir. Alors, dans certains cas, elles sont combattues de manière très forte, avec des politiques globales que l'on voit maintenant, dont on voit l'intérêt et dont on voit les résultats, sur un certain nombre de choses, la santé, l'habitat, etc., etc. Au ministère de l'Intérieur, cette réforme n'a pas encore commencé. Cette réforme n'a pas encore. Il faut la commencer. Il y a déjà des idées qui ont été des grands thèmes qui ont été lancés. Je pense en particulier à la politique, la PSQ, la police de sécurité du quotidien. Ouais. Il faut absolument recréer ce qu'on appelle le voisinage qui a disparu depuis les années 1970. Il faut recréer la police de voisinage que nos collègues anglo-saxons connaissent pour recréer du lien et pour avoir du renseignement de terrain. Il faut le faire. Mais pour ça, il faut mettre des effectifs. Pour mettre des effectifs, sachez, Monsieur Berkoff, que il faut que ceux qui nous entendent le sachent. Si on rajoute les effectifs de la police et de la gendarmerie, on est un des pays les plus fliqués d'Europe. Donc on peut récupérer. On a beaucoup de monde. Mais on les a placés où il fallait pas. Non, franchement. Parce que on a des unités qui sont en double, qui sont en triple. On a aussi des guerres d'ego, on a des guerres de carrière, on a des guerres partout et c'est une bagarre générale. Alors je noircis un peu le tableau, effectivement, mais il y a une bureaucratie, quoi. Il y a une bureaucratie énorme qui fait que on bouffe des dizaines, des centaines, des milliers de fonctionnaires qu'on pourrait déployer sur le terrain, en plus du recrutement qu'on est en train de faire de 10 000 policiers et gendarmes. Bien sûr. Voilà. Et c'est important d'avoir des gens sur le terrain. Pourquoi c'est important d'avoir sur le terrain ? On le voit maintenant, on le voit ce dernier trimestre. Ce dernier trimestre, les vols-violences ont baissé de 3%. Pourquoi ? Parce que les effectifs ne sont plus occupés à faire du maintien d'ordre et à se coltiner avec des ultras et des black blocs et autres, black blocs et des ultras jaunes, etc. Et ils sont sur le terrain et la présence policière fait que si vous mettez votre police de sécurité il faut accélérer ça. Si on la met sur le terrain, vous verrez qu'il y aura une baisse de la criminalité. Mais pour autant, il y aura peut-être aussi une baisse du sentiment d'insécurité parce que le flic qui sera sur le terrain et qui va discuter avec Madame Michu, les gens qui sont dans la rue, ils voient tout le monde, on ne peut être que gagnant là-dessus. C'est un grand projet, la police de sécurité du quotidien. C'est le grand projet de ces 10 prochaines années. Il faut qu'on le réussisse, il faut qu'on mette les moyens là-dessus. Il commence à être mis. Moi, je suis impatient. J'aimerais que ça aille beaucoup plus vite. Et vous n'êtes pas le seul. Je donne des solutions pour récupérer les effectifs. Mais alors justement, et c'est vrai, non, vous n'êtes pas le seul parce que encore une fois, ce sentiment d'insécurité, c'est pas seulement du sentiment et du ressenti, c'est la réalité. Mais je voudrais vous demander, Jean-Michel Fauvergue, le professionnel que vous êtes, est-ce que c'est là aussi, c'est quand même depuis janvier, il y aurait eu pratiquement une quarantaine de suicides de policiers. Alors, je dis pas que ça n'a pas existé avant, encore une fois, mais c'est très choquant. On se dit, mais alors, il y a des raisons personnelles, toujours, on peut pas tout mettre sur le même plan, il y a des raisons familiales ou autres, enfin, c'est toujours un drame. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a une fatigue, justement, de la police ? On a l'impression eux aussi sont, pas pour les défendre ou pas, mais enfin, sont épuisés au sens véritable du terme. Vous faites bien de le souligner. Il faut toujours le souligner et toujours être aux côtés de nos policiers et des gendarmes qui nous protègent. Il y a des professions qui sont particulièrement exposées au suicide et au burn-out, etc. Ce sont les policiers, mais le policier et gendarme, bien évidemment, policiers municipaux, mais pas que. Vous avez des professions comme les professions de santé, oui. Professions de santé, vous avez raison, et d'autres types les agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des professions qui font sens. On est dans des professions où les gens rentrent par passion. Et ces professions il y a une perte de sens à un certain moment. Le jeune flic
tout grade confondu, qu'il soit commissaire, qu'il soit gardien de la paix, qu'il soit officier, le jeune gendarme, quand il rentre pour protéger les citoyens. C'est pour ça que mon bouquin est intitulé « La sécurité des Français ». Il rentre pour apporter la sécurisation à ces Français-là. Et quand on voit qu'il n'y arrive pas, pourquoi il n'y arrive pas ? Bien, peut-être parce qu'à un certain moment, le continuum sécuritaire n'existe plus, parce qu'il se rompt au moment du passage au judiciaire, Oui, avec un certain nombre de choses qui se passent et qui devraient pas se passer, et on essaye de les améliorer de ce point de vue-là aussi, ou parce qu'il est derrière son bureau et que la procédure judiciaire, c'est une procédure qui maintenant demande 7 heures derrière l'ordinateur pour 1 heure passée sur le terrain, c'est ça. alors qu'il n'est pas rentré par vocation à rester derrière son ordinateur. Et bien et parce que il y a peut-être aussi un problème de management qui est en train de changer d'ailleurs au niveau de la police nationale aussi, parce que tout ça fait qu'à un certain moment, voilà, on perd du sens. Alors, je ne mets pas de côté, et vous le savez, parce que j'ai été président d'une commission parlementaire sur les moyens de la police et de la gendarmerie. Je ne mets pas de côté les moyens de la police et de la gendarmerie. Il faut améliorer dans certains domaines, la sécurité publique en particulier. Mais ce que vous dites, c'est le déphasage entre les idéaux de la personne qui arrive et qui veut faire, et puis la perte de sens, et puis peut-être des ordres plus ou moins donnés, on en reparlera. Moi, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je recommande vraiment votre livre, parce que c'est un livre, encore une fois, à la fois de témoignage et d'analyse, et on voit très bien, et moi, évidemment, l'homme politique que vous êtes, vous dites 2 choses qui sont très vraies. C'est vrai qu'il appartient à chacun d'entre nous de faire ce qu'il peut, même s'il n'est pas lui-même policier ou homme de terrain, mais enfin, réagir, on essaye de le faire, nous, dans l'information. Il faut le faire bien, et puis il faut aussi que justice et politique, les 3 pouvoirs, soient vraiment ensemble pour assurer cette sécurité. Sinon, elle se fera pas. Tout à fait. Et il faut, et vous l'avez bien dit, aux 2 côtés de notre échelle, il y a la population, il faut qu'elle participe à sa sécurisation, j'en parle dans le bouquin. Bien sûr. Il y a aussi d'autres services, comme les polices municipales, les services privés de sécurité aussi, il faut les intégrer. Et de l'autre côté, il y a le politique. Voilà. C'est le politique, c'est l'homme politique, au ministère de l'Intérieur comme ailleurs, mais surtout au ministère de l'Intérieur, qui est un ministère régalien fort. C'est à l'homme politique à imposer ses choix, les choix du président de la République, police de sécurité du quotidien, etc., à les imposer, à voir qu'ils sont suivis et qu'ils ne sont pas déformés par les administrations. Merci Jean-Michel Fauvergue. Merci à vous Jean-Michel Fauvergue. Je rappelle la référence de votre ouvrage que tout le monde peut se procurer dans les librairies. Ça s'appelle « La sécurité des Français ». C'est publié chez Michel Lafon. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.